Bienvenue sur Soliditors, le podcast qui décrypte la sécurité Web3. Salut Valérian, super content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Tu es Senior Blockchain Security Researcher chez Quantstamp. Tu as un sacré parcours et tu fais partie aujourd'hui des OG de l'industrie. Ça fait quelques temps que tu fais ça. J'ai vraiment à cœur d'en savoir un peu plus sur toi, savoir ton parcours, comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu aimes au quotidien dans ton métier. Donc, sans plus tarder, je te laisse la main. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr. Bonjour à tous et tout d'abord merci pour ton invitation Nicédo. Donc je m'appelle Valérian, je fais mes études à Clermont-Ferrand et ensuite à Lyon. Ensuite j'ai été auditeur des systèmes d'information pour Société Générale et au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'aimais pas trop auditer ou contrôler un existant très mature, mais plutôt des projets vraiment en early phase, en cours de construction ou juste construit. Et donc, j'ai choisi ensuite de partir plutôt du côté des startups et de l'entrepreneuriat. J'ai monté une startup sur la partie technique de covoiturage corporate, mais ça, c'est arrivé, enfin le produit final est arrivé pendant le Covid, et disons que le corporate carpooling, c'est pas très Covid restriction friendly. Mauvais timing, ouais. Voilà. Mais au même moment, il y a eu le crash Covid du Bitcoin. Et je me suis intéressé à la blockchain. Et ensuite, petit à petit, je suis passé de trader du dimanche à DeFi user, DeFi builder, et après security researcher, et je suis arrivé à Constant. Donc, la première fois que tu as entendu parler des crypto-monnaies, c'était en Covid? C'était en mars 2020. J'en avais Ah ouais. entendu parler avant, mais je connaissais pas trop et j'ai pas pris le temps de m'y intéresser plus. Et pour en revenir à donc ce que tu faisais avant, la partie crypto-monnaie, avant d'avoir découvert, cet écosystème-là, quand tu étais auditeur dans des banques, ça ressemble à quoi ton quotidien par rapport à ce que tu peux faire aujourd'hui? Oui, donc c'était auditeur des systèmes d'information et donc tu peux l'imaginer un peu avec ta souris comme si tu zoomes in et out ou dans la stack entre donc tu as le code, ensuite tu as l'infrastructure, ensuite tu as les apps qui tournent et ces apps, à quoi elles servent? Elles servent à supporter des métiers tels que les crédits ou alors les gestions des paiements par carte. À chaque fois, ça, c'était sur un périmètre donné et il s'agissait de voir comment l'IT et les systèmes d'information supportaient ces business process et ensuite d'essayer de trouver tous les risques qui pouvaient arriver et ensuite de voir si il y avait des risques qui étaient plus ou moins bien contrôlés. Est-ce que les contrôles étaient faits de manière efficace ou est-ce que ça laissait passer des poissons entre les lignes du filet? Et ensuite de recommander pour que le management ait plus de maîtrise des risques. Et en gros, là, ce qui était intéressant, c'était pour chaque problème IT, d'identifier quel est l'impact d'un point de vue business. Et donc, toujours faire cet aller-retour entre le business et l'IT sous-jacent, c'était en gros un résumé de auditeur des systèmes d'information pour une banque. Tu aurais un exemple, d'un des risques, par exemple, et puis d'un des impacts, business que n'importe lequel qui te revient en tête? Bah, par exemple, on peut avoir, un ATM qui fait des paiements et à chaque fois que c'est enregistré, peut-être que ça passe par, u une application ou par un serveur. Si ce serveur devient unavailable à un moment indisponible à un moment, bah, finalement ça va impacter, ce flux des gestions de paiement et l'ATM va devenir indisponible ou peut-être que il y a un autre mécanisme, mais ce sera pas tracé dans les bases de données. Et après, il faut creuser pour voir comment s'implémenter derrière. Est-ce qu'on peut avoir du double spending, par exemple, ou est-ce que d'un point de vue de la régulation, peut-être qu'il faut archiver tout ce qui se passe, mais si t'as pas été capable d'archiver pendant 1 heure dans une journée, peut-être que tu risques une amende. Donc voilà un type d'impact sur le business d'un problème IT. OK. Et comment tu fais pour identifier ce type de risque? Par exemple, prenons cet exemple-là d'un ATM, c'est quoi? C'est de la lecture de code? C'est
tu te rends sur site et tu fais des manips, à la main? Comment tu fais ça? Tu poses des questions pour savoir comment ça fonctionne et tu mappes, les différentes layers pour savoir donc tu commences par, ce que fait le business et ensuite tu essayes de voir avec l'IT, bon, cette application-là, quelle est l'architecture, sur quel type de serveur? Tu essayes d'identifier des single point of failure et petit à petit tu descends et tu vois à chaque moment pour chaque composant, qu'est-ce qui peut se passer, de négatif et quel impact ensuite ça peut avoir sur les process, qui se basent sur ça. Donc tu as fait ça pendant à peu près 3 ans, tu disais. C'est ça, Après tu t'es dit: «Bon, allons voir un peu ce qui se passe du côté de l'entrepreneuriat». oui. Du coup, les expériences que tu as eues après et avant Quantstamp étaient moins tournées sécurité? C'était pas du tout de la sécurité. D'accord, C tu étais reparti sur du développement Développement, et ouais, l'entrepreneuriat. OK. ouais. Et du coup, mars 2020, dans ces eaux-là, je crois que Oui, si je me souviens bien, tu entends parler de la blockchain ou tu réentends parler. C'est quoi ton premier pas dans cet écosystème-là? heu, Investissement en premier, tu m'as dit? ouais, c'est ça. Investissement, ensuite, j'essaye de voir quelle est la différence entre Bitcoin et d'autres cryptomonnaies. Je me rends compte qu'il y a des ERC20, qu'il y a des smart contracts, que les smart contracts, ça peut faire des protocoles et ensuite, c'était le DeFi Summer un petit peu plus tard, donc en août, je crois, 2020 et là, il y a Yearn Finance qui arrive et j'essaye de comprendre ce que c'est que Yearn Finance et il y avait des articles Medium où les phrases c'était, «On fait du yield de wrap token», et c'était incompréhensible. Je comprenais pas un mot des phrases de cet article et petit à petit, un par un, j'ai essayé de les comprendre et aussi, j'ai remonté mes mains. J'ai rencontré, un ami à moi, Arnaud, qui est aussi, vraiment à fond dans les cryptos et lui, il m'a dit: «Ben, moi, les week-ends, je regarde des vidéos sur des design patterns d'Ethereum». Je fais: «Oh OK, intéressant» et finalement, après, j'ai regardé Solidity et j'ai commencé à interagir avec, des protocoles et ensuite, voilà, c'est là que je suis devenu un DeFi user. Suite à ça, j'ai vu les parties de liquidation et donc j'ai essayé de faire un bot de liquidation. Pour ça, il a fallu parce que j'étais pas, très à l'aise avec les frameworks de test à l'époque, donc C'était lesquels à l'époque? c'était Brony ou Brony, ouais, Brony, Brony c'est parce ça, que ouais. j'étais Python oriented, donc les hard hat et Truffle, j'ai évité et ouais, avec Brony, j'ai essayé d'adapter les contrats d'Uniswap parce que je voulais faire, des flash loans pour les liquidations et bon, ça m'a pris beaucoup de temps, mais bidouiller tout ça, ça m'a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment des protocoles interagissent entre eux et coder une logique dynamique dans un contrat. C'était aussi, un truc qui m'a appris beaucoup et à ce moment-là, il y avait les vidéos d'Eat the Blocks, je sais pas si tu connais? Si, c'est un youtubeur français en plus, je crois, Oui, qui fait des oui, vidéos en anglais, sur la blockchain, mais de mémoire, il est français, ouais. c'est ça et il y avait beaucoup de choses sur, comment faire des liquidations de bots, ou interagir avec Uniswap et cetera, Aave, Compound et après j'ai vu des vidéos sur la Web3 Security, dont les traditionnels, SafeMath, l'ordre des storage slots dans les contrats et puis je connaissais ces 2 trucs et ensuite je me disais: «Waouh, ça y est, je suis hacker». Tu te souviens à peu près quand c'était, en termes de période? Je pense que là, on devait être, peut-être, fin 2020, début 2021. Ah oui, donc ça allait très vite de Ouais, tu ouais, as ouais. découvert le blockchain en mars, quoi, enfin l'écosystème où tu t'es plongé dedans, tu as fait tes bots et puis en même pas un an, tu étais déjà en train de t'intéresser à la partie sécurité. C'est ça et finalement, j'ai trouvé la partie sécurité plus intéressante que la partie, juste, parce que ça me rappelait des choses de ma précédente expérience et ensuite, j'ai commencé à faire des CTF. Je suis tombé sur la sacro-sainte Bible de Saint Michel, le messie de notre messie à tous. Le fameux. Et et ensuite, j'ai poursuivi un petit peu là-dedans et toujours un peu dans cette, logique de robots qui interagissent avec la blockchain, j'ai essayé de créer des robots qui scannaient les nouveaux tokens qui étaient déployés sur, un network et pour lesquels de la liquidité avait été ajoutée sur Uniswap et ensuite prendre le code source des explorers
les scanner, trouver des red flags. Mais pour ça, il a fallu analyser quels étaient les plus gros patterns de rug dans des ERC20 et tous ces genres de trucs. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et bon, j'ai adoré. Et ensuite, il y avait aussi, j'ai repéré des gens sur Twitter qui regardaient certains hacks et qui essayaient de voir on-chain qui avait fait quoi et peut-être si dans le code ils avaient laissé des moyens de faire des opérations pour vider les fonds et tout. Et je me suis bien entendu avec eux et finalement on a créé une petite brigade d'investigation où on parlait des hacks. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et après, j'ai modifié ma page LinkedIn pour dire un peu ce que je faisais. Et j'ai été contacté par Constant. J'ai passé les entretiens. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. OK, bah, j'allais venir justement, mais avant ça, du coup, tu parlais de ton bot et du deuxième produit, que tu as essayé de développer derrière. Ton bot, il a été, successful en termes financiers ou pas? Mon liquidation bot, je crois que sur Phantom, j'ai dû faire une liquidation où j'ai gagné 100 $, un peu plus, mais la compétition est hyper rude parce que j'utilisais des RPC publics. Ah oui, Et j'ai pas compliqué. creusé la partie RPC ou avoir un node. Donc voilà, Au moins, ça t'aura appris énormément sur l'écosystème derrière, plus que l'aspect financier, du coup. énormément, ouais. OK, donc du coup, octobre 2022, je crois, c'est ça? Dans ces eaux-là, tu es contacté par Constant? C'était au début peut-être en juin ou juillet. Et ensuite, ils m'ont dit: «Bon, voilà, on aime bien ce que tu fais et on va quand tu es prêt, donc on va avoir des entretiens et bon, ce sera en gros sur, tel domaine et tel domaine et quand tu es prêt, on fait les entretiens». Ça Et ressemble à donc quoi, les process de recrutement justement chez Constant ou dans les firmes en général? je vais te parler de Quantstamp, mais j'avais fait aussi des entretiens chez une autre. Donc en gros, c'est pour Quantstamp, il y avait un entretien de CTF, ensuite un En termes de entretien difficulté, tu as fait les Eternautes, je crois, non? oui, On était sur quel niveau de difficulté, à peu près? c'était un peu plus qu'Ethernote, mais en gros, il fallait vraiment expliquer et maîtriser ce que, ce que tu voyais et voir que tu étais capable de dire, OK, ben, pour attaquer ça, je crée un contrat. Et puis, en gros, tu dictais le contrat dans ta tête, tu parlais de ça comme si c'était naturel. Ensuite, le deuxième, c'était un peu de la sécurité plus Web 2, Web 3. Et le troisième, c'était architecture de système. On veut un système qui fait ça. Voilà, je pense que dans d'autres types de jobs d'ingénieur, c'est aussi ce genre d'entretien. Et pour une autre entreprise, il m'avait donné un contrat, il fallait que je l'audite et que je fasse un rapport. Et par rapport à ton expérience, dans le web 2, du coup, dans les banques notamment, Oui, et même si on en revient un peu plus loin à tes études, du coup, qui étaient plutôt orientées cybersécu, est-ce que tout ça, tu trouves que ça t'a aidé pour, intégrer Quantstamp et passer ces différentes étapes de process? oui. Donc, c'était pas des études de cybersécu, c'était université à Clermont-Ferrand en informatique et ensuite ingénieur à Lyon d'informatique. Donc je dirais que c'était plus la composante principale, c'était plutôt comment l'IT supporte le business de grosses entreprises. Donc IT business plutôt que IT super technique Pour tes études, tu veux dire? pour mes études et aussi D'accord. partie théorique, algorithmique, les graphes et complexité. Et donc après, les expériences web 2, elles, qu'est-ce que tu en as retiré qui t'ont permis, je dirais, de passer les process de recrutement chez Quantstamp? Je dirais que c'est la partie, voir un système, et son architecture de manière globale et ensuite être capable de zoomer, sur, certaines parties, ensuite de dézoomer et de voir le système avec différents composants, comment ils interagissent entre eux. C'est pour ça que j'ai choisi l'audit à la fin de mes études parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en informatique, mais j'étais ingénieur informatique. Donc, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit: «Écoute, va en audit, parce que tu vas auditer les différents types d'informatique et ensuite au bout de 2-3 ans, tu verras ce que tu aimes bien faire» et c'est exactement, ce à quoi ça m'a servi. C'est vrai,
par rapport au protocole et au système qu'on audite dans le web 3, dans le web 2, en général, on est sur des trucs beaucoup plus costauds, quoi. Oui. Il y a un nombre de lignes, bien plus grand et une complexité aussi qui est bien plus importante en général. Donc, ouais, je vois tout à fait à quel point ça peut t'aider derrière pour arriver sur des, smart contracts avec, 8 000 lignes, forcément ça devient un peu plus simple quand tu as étudié avant des systèmes de banque complètes internationales et du coup, QuantStamp, tu as démarré en tant que junior, j'imagine? Il y a plusieurs niveaux de seniorité chez QuantStamp? Je suis directement arrivé, au niveau en fait, c'était entre niveaux bon, il y a 3 niveaux, et selon mon CV, ils avaient on avait du mal à savoir si j'étais, niveau intermédiaire ou senior, parce qu'il y avait différents critères, connaître plusieurs écosystèmes, avoir une expérience de l'audit avant et avoir une bonne connaissance de la blockchain. Et malheureusement, c'était un peu difficile d'évaluer mon niveau, réel. C'est pour ça qu'on a fait les entretiens, et on a choisi ensemble, les entretiens de niveau senior et bon, c'est passé, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps pour me préparer pour ces entretiens et c'était pas le cas pour, Open Zeppelin où ils avaient un mentorship programme, je crois, avec une expérience, il voulait une expérience de 7 ou 8 ans dans l'IT et quelques connaissances en blockchain. Et moi, je pouvais pas montrer parce que j'avais autant d'expérience sur le papier parce que j'ai fait des startups et tout. Et ça, on peut pas vraiment le mettre sur son CV, on n'a pas vraiment de preuves. Et Constant m'a fait confiance sur ce point et voilà. Et c'est passé donc. Donc tu as intégré directement au niveau, intermédiaire. J'imagine que c'est, junior, intermédiaire, senior, les 3 niveaux? Non, je suis passé directement au niveau senior. Ah d'accord, donc directement Ouais, au troisième niveau. ouais, ouais. Et ça ressemble à quoi? Une journée type ou une semaine type plutôt quand on travaille dans une firme comme Constant? Donc, pour préciser, Constamp, c'est une firme existe depuis 2017. On a audité peut-être entre 700 et 1000 projets Web3. Et Vous faites que du web 3, je crois, comparé on peut-être fait à certaines autres firmes qui ont moins une spécialisation, Quantstamp, c'est purement web 3. purement Web3, même si parfois on fait du Web2 lié au Web3. D'accord, genre de l'infra, du web 2, Exactement, pour des projets web 3, quoi. exactement. Et ouais, le corps du métier, c'est Smart Contract Audit. Et du coup, une journée type, bon, bah, c'est principalement ce qui est lié aux audits, donc de la revue de code, du scoping, c'est-à-dire on va essayer de voir quand il y a des requêtes pour de nouveaux audits, on va essayer de voir combien ça va nous prendre. C'est-à-dire que les requêtes, elles arrivent comment? Toi, tu es auditeur chez Quantstamp, tu travailles un matin, tu as un message, une nouvelle requête, j'imagine il y a des intermédiaires entre les clients et vous, les auditeurs, c'est pas vous qui, discutez directement avec les clients, si? Donc à Constamp, on a des project managers et on a aussi des business, des BD. Et du coup, les BD sont en interaction avec les clients. Ensuite, enfin les project managers, ils voient les requêtes qui arrivent et ils regardent quelles sont les disponibilités pour les auditeurs. Et ensuite, enfin, ils nous demandent, bon, on a cette requête-là. Est-ce que vous pouvez dire combien de temps ça va vous prendre? Et en gros, nous, on fait un peu ce que la partie project management nous dit. Et voilà, en gros, c'est chacun sa responsabilité. Et nous, on se focus juste, on a un audit qui arrive, on le fait et on donne le rapport à la fin. Et on le fait, ça se concrétise comment? Vous êtes souvent en team, j'imagine? Ou des fois tout seul peut-être sur certains audits? Au minimum, on est 3 personnes OK. et ça peut être jusqu'à 4. On fait les choses plutôt de manière indépendante et ensuite on met en commun ou on partage nos idées et ensuite on fait le rapport et on envoie. C'est-à-dire chacun de son côté, vous faites une revue de code un peu comme si vous étiez, indépendant et puis c'est plus au moment où vous avez une bonne connaissance du système, que vous avez peut-être des points de blocage, que là vous commencez à interagir les uns avec les autres, de manière à pouvoir soit vous débloquer, soit venir avec de nouvelles idées? C'est ça, on essaye de privilégier la complémentarité et différentes approches parce que c'est ce qui permet à la fin d'avoir différents types de problèmes qui sont identifiés. Vous avez des spécialisations? Par exemple, AMM ou même pas quand d'autres vont faire, un autre écosystème par exemple?
on peut être ou non prêt pour un écosystème donné. Mais ensuite, à l'intérieur de l'écosystème, tout le monde peut faire un peu tout. Parce que quand vous Principalement les dites smart contracts. quand vous dites Web3, ça va de, Solana, Ethereum, enfin, je veux dire, vous faites pas que, du smart contract en Solidity sur Ethereum? Oui, oui, j'ai oublié de le préciser. Donc, différents types de projets Web3 et dans différents écosystèmes. Donc, toutes les EVM, mais aussi du Solana, du Polkadot, Cosmos, la blockchain de Telegram, Ton, aussi du Move et du Flow. Donc ça, c'est très, très large. Ouais, c'est vrai que l'écosystème Web3 a beau être encore une niche au sein de l'IT aujourd'hui, commence déjà à bien se diversifier avec, un sacré nombre de technos. Oui, Et parmi tout ce que tu as pu auditer dans des projets Web3, tu as une préférence aujourd'hui qui ressort, j'ai pas trop aimé Solana parce que le paradigme est différent. Euh, on peut voir les ERC20 équivalents sur Solana comme un cerveau qui est à un endroit et ensuite chaque utilisateur va avoir ses propres données utilisant le cerveau enfin, le token. Et donc, dès que tu veux avoir un compte, tu dois créer une sorte de compte qui va stocker propres données. Il y a une idée aussi de storage fee, donc tu dois payer pour les données que tu stockes. Et bon, ça, j'avais pas trop aimé non plus. Par contre, j'aime beaucoup EVM et aussi la partie Ton, blockchain de Telegram avec le langage Funcy, qui n'est pas du tout fun. je Mais connaissais pas du tout, enfin, j'avais entendu parler qu'ils avaient, leur propre blockchain, mais j'aurais jamais entendu parler plus que ça, je dois avouer. tout est à base de messages. Et quand tu veux faire une suite de d'exécution sur différents contrats, en fait, une transaction, c'est juste une exécution de contrat qui prend un message en entrée et qui envoie un message en sortie, soit à un utilisateur final, soit à un autre contrat. Et donc ensuite, tu dois gérer les exceptions qui sont possibles à chaque étape et ensuite prévoir un rollback et annuler tout ce qui vient de se passer à nouveau avec des messages. Donc c'est un autre paradigme, mais c'est intéressant de voir différents écosystèmes et les paradigmes liés à la technologie du Layer 1, mais aussi liés au langage de programmation natif de cette blockchain, qui te font voir différents types de concevoir ou d'approcher des protocoles Web3. Et c'est vrai que ça doit être super intéressant, du coup, dans ton métier, de voir tout, que ce soit les écosystèmes différents, les langages différents, et cetera. Mais il y a une trend, sur, Crypto, Security Twitter en ce moment qui est, beaucoup, sur la spécialisation. Beaucoup pensent que c'est l'avenir, en tant qu'auditeur de se spécialiser. Il y en a certains qui se spécialisent dans les tests invariants, d'autres dans des écosystèmes particuliers, certains en cross-chain. C'est aussi un choix qu'ont plus ou moins fait Spearbit en ayant des teams avec des, spécialités, au sein de chacun de leurs auditeurs. Est-ce que c'est quelque chose auquel, un, Quantstamp croit et deux, surtout toi? Je saurais pas dire si Constant croit à la spécialisation, mais en tout cas, moi personnellement, oui, c'est clair que au début, on était dans un écosystème et dans une industrie, je dirais peu mature en termes d'expérience et de pratique, mais petit à petit, on a pris de l'expérience. Ensuite, la connaissance s'est aussi universalisée par différents axes que ce soit les bases de connaissances comme Solodit, avec toutes les différentes vulnérabilités, tous les rapports qui sont publics, on peut prendre des données sur ces rapports. Ensuite, il y a les plateformes d'éducation aussi, Rarskill, toutes les vidéos de Patrick Collins, et récemment, il a fait c'est Updraft, non, je sais Ouais, plus. c'est ça, sa Ouais, plateforme de Updraft e-learning. et l'initiative de Sam du Journal du Coin aussi qui a fait Node Guardians. Ouais, c'est Et ça génial ça. aussi, c'est génial. Si les gens ne connaissent pas, les auditeurs, allez y faire un tour. Les gens là-bas sont super forts. Et un dernier truc, c'est maintenant il y a plus de concurrents qui sont arrivés. La connaissance est plus accessible qu'avant. Et donc, les gens, la tendance suivante, c'est la spécialisation dans différentes niches pour se différencier des leaders. Et voilà, chacun a cette stratégie-là.
je pense que c'est pertinent et on commence à connaître de nom certains experts, surtout un qui a fait GasLink. Harrison, Voilà, il se et spécialise dans l'audit de gaz, plutôt, enfin d'optimisation du gaz. il a bien réussi son branding parce que maintenant on se dit gas management pour EVM Chain, tu penses directement à lui. Donc ça, c'est un exemple réussi de spécialisation de niche. Oui, sur la partie test d'invariant, il y a Antonio en ce moment qui se démarque aussi beaucoup. Donc, effectivement, ça marche bien. Et si toi, tu devais choisir une spécialisation, et il y en a une qui t'attire plus qu'une autre? Je pense que ce serait Bug Bounty Hunter. Ah ouais? T'en as déjà Ouais. fait sur Eminify, justement? J'ai Ou ailleurs? exploré des codebases, mais j'ai pas passé le temps pour trouver des choses. Et aussi, c'est difficile de concilier d'un point de vue moral, être auditeur dans une firme et aussi à côté faire des contests ou des bug bounty. Donc j'essaye de pas y participer du tout. Comment ça, concilier les deux d'un point de vue moral? Tu veux dire pour des audits que tu aurais fait dans la firme, les réauditer derrière via Eminify? Il y a plusieurs façons d'avoir des conflits d'intérêts entre ces deux domaines. Et c'est pour ça que je veux pas mélanger, mélanger les deux. On a eu un exemple, je crois, sur l'audit de ZK-Sync avec une personne qui avait été accusée peut-être d'avoir des liens avec les développeurs et peut-être qu'ils avaient introduit des bugs ou pas signalé des bugs pendant une review, mais ensuite les soumettre pendant le contest. Donc ce genre de un peu de théorie des jeux entre les auditeurs et ensuite les plateformes et les contests aussi, c'est pas trop compatible. Comprends. Dans tous les Ouais. cas, tu rien à risquer, en tout cas, de pas le faire, et j'imagine que tu as une quantité d'heures d'audit déjà assez conséquente dans le cadre de ton job pour pas forcément aller en chercher encore plus, dans son temps libre. C'est ça. Et une fois que tu as une ou deux, je pense que au maximum j'ai 3 codebases dans la tête en parallèle. Mais si en Ah, tu plus, fais plusieurs audits en même temps? en fait, parfois je termine un audit, mais on va donner le rapport et ensuite on va attendre 2 semaines que le client fasse la modification et corrige les erreurs. Donc tu dois garder un peu en tête cette code base. Ensuite, tu fais un autre audit et on va dire que tu es en train de faire le rapport, tu as terminé. Et tu commences déjà un troisième audit à essayer d'apprendre un peu comment fonctionne la code base. Donc, 3 code base, c'est dur. Donc, si en plus tu mets d'autres code base dans ta tête pour des contests ou pour des bug bounty, et surtout que si tu veux vraiment faire des bug bounty comme il se doit, bon, il faut la mettre dans ta tête, mais ensuite il faut la triturer dans tous les sens. Ça demande trop de temps, ouais. Du coup, si j'ai bien compris, avant de rentrer chez Quantstamp, tu avais jamais essayé à proprement parler, les contests, que ce soit en solo ou en team, donc sur, les différentes plateformes, Codearena, Sherlock et cetera, ou même, Immunify, à plein temps? Je crois, Tu directement entré dans cet écosystème-là, par la porte, firme? je par curiosité, je crois que j'avais fait un compte sur Code Arena et Sherlock et peut-être, un contest où j'ai commencé à explorer la code base, mais bon, j'étais pas très motivé non plus et je l'admets, j'ai rien trouvé. Tu as une idée du nombre d'audits à la louche, hein, que tu as pu faire? Je parle sur des projets Web3 depuis, 1 an et demi que tu es chez Quantstamp. Je pense que je suis entre 35 et 40. OK, ça fait quand même, une belle base de connaissances que tu as dû accumuler. Ouais, ouais. Et avec toute cette expérience-là, je serais curieux d'en savoir un peu plus sur ton process d'audit personnel à toi. Comment est-ce que tu attaques une code base? Est-ce que tu as des conseils? Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui vont nous écouter, qui sont souvent, et moi le premier, totalement perdu quand tu ouvres ton VS Code, qu'il y a 10K lignes de Solidity. Tu te dis, bon, par où est-ce que je commence? Comment toi tu t'y prends? Est-ce que tu aurais des conseils sur Bien sûr. Tout d'abord, j'essaye de comprendre ce que fait le système sans regarder le code, via la doc? via la doc et ensuite de demander au client pour clarifier les choses. Parce qu'un audit, c'est différentes choses. C'est trouver des vulnérabilités, et c'est aussi trouver des risques, et c'est aussi voir si ce que fait la code base correspond à ce qui est voulu par la personne qui fait la code base.
Et donc ça, c'est plutôt pour la troisième partie. Voir, OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Et ensuite, à ce niveau-là, je vais commencer peut-être à imaginer quelques scénarios de quel serait le worst case scénario ou quels sont les risques sans, en faisant abstraction de comment c'est implémenté, quels sont les plus gros risques. Et ensuite, je vais commencer à voir comment est organisé le code pour mettre les composants les uns avec les autres. Et ensuite, auditer, enfin faire une manual review, donc line by line, mais en commençant par les composants les plus isolés ou les composants qui sont utilisés par les autres. Et ensuite, une fois que tu termines ce composant, tu peux dire, OK, je le considère comme une boîte noire safe maintenant, et je vais utiliser cette boîte. Et petit à petit, c'est comme ça que je progresse dans la code base. Certains le font par process, certains le font par entry points. Moi, je le fais plutôt par composants qui sont utilisés les uns par rapport aux autres. Et ensuite, prendre la distance. Et j'essaye de faire des attaques plutôt multi ou cross-contrat. Et ensuite, de voir qu'est-ce que je peux faire comme denial of service, comment je peux casser le système, où est l'argent, essayer de prendre l'argent et de casser des choses. Si on prend un système classique de lending borrowing, tu vas dissocier les composants les uns des autres, Ouais, et puis prendre, le Volt, par exemple, qui me semble être un composant, utilisé par, pas mal des autres, j'imagine. Tu l'audites d'un point de vue presque unit test, si je peux le formuler comme ça. C'est-à-dire, ouais, voilà, qu'est-ce que lui, à proprement parler, fait? Est-ce que lui est safe? Et une fois que c'est fait, tu vas auditer les autres et puis après tu audites les interactions entre les différents composants. exactement. Et ensuite, quand j'audite les interactions entre les composants, là aussi, je peux faire du zoom in, zoom out, parce qu'il y a différents types de granularité dans un projet. Et, et ensuite, à chaque moment où je zoome, je vois des composants et où je vois des composants sous certaines perspectives. Par exemple, l'argent qui passe dedans, ou alors est-ce qu'il y a des entry points, ou est-ce qu'ils utilisent certaines state variables. Et à chaque fois, c'est un angle, et cet angle-là, j'essaye de le casser. Et finalement, si tu multiplies les approches de niveau de granularité et de composants et de façon de voir les différents composants, finalement, tu as plein de sources de choses qui peuvent ne pas bien se passer. Tu aurais un exemple concret des différents niveaux de granularité dont tu parles? Oui, donc tu peux avoir un système de plein de contrats, et finalement, tu as deux gros blocs de contrats qui interagissent entre eux, mais ensuite, ces blocs, ils sont plutôt découplés. Bon, bah déjà, c'est un premier type de granularité. Ensuite, tu as la granularité au niveau des contrats, au niveau des fonctions. Au niveau, à l'intérieur des fonctions, tu as les blocs if, else, et ensuite, tu as le niveau de granularité EVM opcode, mais celui-là, c'est rarement pertinent d'aller jusqu'à ce niveau-là. C'est vrai que la grande majorité des bugs sont des bugs de logique, en fait, assez loin de l'EVM, de l'opcode et du très bas niveau dont on peut souvent s'amuser avec en CTF, mais qui, dans la vraie vie des auditeurs, revient assez peu, quoi. Exactement. Et pour revenir sur le point de la connaissance qui s'universalise, chaque personne maintenant devient meilleure. Donc les devs, les auditeurs, les hackers. Pourquoi? Parce que tout le monde a toute cette connaissance et tous ces best practices disponibles. Et donc, on a de plus en plus de développeurs qui ne vont plus faire les erreurs qu'on pouvait avoir il y a 2-3 ans. Et du coup, ce qui reste, ce sont les erreurs de logique qui sont ceux qui font le projet, ils veulent faire un système qui répond à ces spécifications, et ce système ne répond pas 100% à ces spécifications. Bah c'est assez indépendant de la technologie et dépendant des différents types de projets. Et c'est à ce niveau-là que on va toujours continuer à trouver des erreurs. Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques jours, justement, a été annoncée la victoire d'un auditeur sur le plus gros contest à date, qui était le contest ZK-Sync. Et pour l'anecdote, l'auditeur en question qui a gagné ne connaissait même pas le langage Rust avant le début du contest, mais justement, il a indiqué un peu comme tu dis, c'est-à-dire, le langage à proprement parler, les erreurs, elles sont pas là-dedans, elles sont dans la logique. Donc à partir du moment où on comprend la logique des composants et, et les divergences avec ce
que souhaitent faire les développeurs, c'est là qu'on trouve les principaux bugs, quoi. Ouais. Mmh. Pour revenir à ton process dont tu parlais juste avant, une des parties, je trouve, les plus difficiles et c'est la première étape, c'est-à-dire, prendre cette base de code et en faire un mental model que tu as dans la tête et comme certains s'amusent à dire, bon, tu peux après en rêver la nuit et en rêver sous ta douche et c'est à ce moment-là que tu peux vraiment t'amuser à essayer de chercher des angles d'attaque sans même mettre devant ton ordinateur. J'imagine qu'aujourd'hui, de par l'expérience que tu as, c'est un process qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile, forcément avec, une quarantaine d'audits et tout ton background dans le web 2, tu en as vu un sacré paquet des codebases, mais si tu te rappelais à ton début, peut-être même dans le web 2, est-ce que tu avais des techniques, des astuces, pour, accélérer un peu cette première phase de, «J'ai 10 000 lignes de code devant moi, comment est-ce que j'en fais un truc, concret dans ma tête?» Le papier, le stylo. Ah ouais? Tu utilises beaucoup, de diagrammes, de dessins, ce genre de choses-là? Pas des vrais diagrammes, mais des petits dessins, en gros, tu as un problème dans ta tête et tu veux te le représenter, mais tu y arrives pas parce qu'il y a trop de d'interactions et bah, dans ce cas-là, tu le divises en petites étapes et tu les dessines pour que ça y est, ce mécanisme finalement et la logique, il est dans ta tête et tu peux le faire tourner dans ta tête et donc chaque problème ou chaque module, objet d'un système, essayer de le représenter. Ça, c'est une bonne étape et je pourrais, inviter les auditeurs à aller consulter le compte de Tincho qui pense un petit peu comme ça et aussi de Joran Honig qui fait un peu, ce travail sur la psychologie de comprendre des systèmes et de l'auditeur et il y a eu un super bon podcast, à ce sujet. Donc, on voyait une fonction compliquée et la personne disait: «Bon, finalement, bah, tu regardes ce bloc if, tu le réduis à cette petite phrase et après, tu es capable de la fonction, tu es capable de la mettre dans ta tête et de la faire fonctionner et exécutable dans ta tête» et cette partie-là de simplification, c'est, je pense, un moyen de mieux comprendre et de télécharger dans ta tête une codebase «exécutable» entre guillemets. Donc simplifier au maximum les composants, s'aider tant que possible à dessiner, à voilà, à concrétiser en fait ce qu'on n'arrive pas à mentaliser. Oui. Aujourd'hui, tu es chez Constant depuis 1 an et demi, tu as enchaîné les audits, tu as acquis une sacrée expérience. C'est quoi la suite pour toi? Pour le moment, je pense que j'ai atteint mon job idéal ou ikigai et donc je suis très satisfait comme ça. Objectif à moyen et long terme, continuer à faire un job qui me passionne et finalement, j'ai pas l'impression de travailler, c'est juste que j'adore ce que je fais donc c'est génial et voir, si je peux garder aussi une bonne santé, pour le reste mais voilà, en gros, continuer à faire un job qui me plaît, quel qu'il soit. Si tu pouvais, je dirais en termes d'horaire, si, ton travail te le permettait aujourd'hui et que les sujets, de moralité dont on avait parlé avant n'étaient pas d'actualité, est-ce que ça te tenterait de faire des contests, de faire des minify et fait pour la compétition? Je pense que ça me pourrait me plaire, mais il faudrait que j'ai beaucoup moins d'heures, de travail, avec Constamp parce qu'avec Constamp, il y a une obligation de résultat, et tu peux pas te permettre, si tu as un projet, de l'auditer à 80 ou de faire l'impasse sur certaines parties qui t'embêtent. Contrairement à un audit, contest ou alors, bug bounty, tu t'arrêtes quand tu veux, tu regardes juste la partie de la codebase qui te plaît et voilà et je pense que c'est un peu la distinction entre les 2 et j'aimerais bien, peut-être faire que des bug bounty d'une certaine manière, mais d'une autre, j'aime aussi, les défis de ces codebases qui arrivent chaque semaine, chez Quantstamp et pour lesquels je dois m'investir à 100 et couvrir, 100 de la codebase. Comment ça se concrétise cet objectif de résultat que vous avez? C'est-à-dire que chaque, audit que vous faites, il y a un nombre de findings à trouver? Il y a comment ça se concrétise? Obligation de résultat, c'est peut-être pas le mot correct, mais je dirais plutôt que tu dois pas faire l'impasse sur des parties du code. Tu as une codebase de 10 000 lignes, tu regardes tout et c'est un peu une erreur si tu as pas trouvé, une vulnérabilité à un endroit qui était trivial, juste parce que tu as fait l'impasse sur cette fonction ou ce contrat.
Et donc, si on peut le reformuler, si tu as une code base et que tu es auditeur dans une firme, tu dois l'auditer complètement. Et c'est ça, cette obligation, peut-être pas de résultat, mais plutôt une obligation de... Il faut qu'à la fin, t'aies tout regardé. Oui, je vois ce que tu veux dire en comparaison avec, Bug Bounty ou Minify où, effectivement, tu choisis toi-même là où tu veux te focus et tu même pas obligé de revoir toute la codebase. Oui. OK, et parmi justement tous les audits que tu as pu réaliser jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une codebase, qui t'a choqué, intéressé, passionné plus qu'une autre ou impressionné? Tous les audits qu'on fait ne sont pas publics, donc je vais éviter de nommer une code base parce que je suis pas sûr qu'elle a été publiée. Mais sinon, de réputation, j'ai entendu que Morpho produisait une code base qui était vraiment super solide et super bien architecturée. Et dans un autre domaine, j'ai aussi compris que Sablier était une code base qui était excellente en termes de documentation et aussi en termes de tests. Donc Je peux confirmer les 2, ouais. Sablier voilà. est magnifique à regarder et Morpho, j'ai pu me casser les dents dessus sans aucun succès. Elle est solide et ouais, particulièrement simple, quoi. C'est une des valeurs qui prêche, chez Morpho, c'est la simplicité du code de manière à avoir des primitifs qui soient solides et qui soient solides, tout simplement. Tu as eu l'occasion d'évoluer à la fois dans l'industrie web 2 en sécu, depuis 1 an et demi, même un peu plus dans l'industrie web 3. Quelles sont les grosses différences que tu vois entre ces 2 industries? On parle souvent d'une industrie très mature, le mastodonte qu'est l'industrie de l'IT Web 2 classique par rapport au Far West que c'est aujourd'hui. Comment tu vois ces différences? Comment tu vois notre industrie évoluer? Je dirais la différence de maturité. Bon, c'est aussi l'un des domaines est plus ancien que l'autre, donc c'est un peu normal. Aussi, il y a beaucoup plus d'argent qui est à risque et supporté par le Web 2 que par le Web 3. Donc c'est aussi compréhensible. Je pense qu'on pourrait parler des outils. Et dans le Web 2, on a beaucoup plus d'outils pour chaque use case. On a même des outils concurrents sur certains use cases ou certains types de vulnérabilités. Ce qu'on n'a pas encore forcément dans le Web 3. Aussi, on a beaucoup plus de connaissances qui est disponible en Web 2 qu'en Web 3. Et on a aussi beaucoup plus de pentesters ou de bounty hunters qui sont en Web 2 qu'en Web 3. C'est différentes échelles et différentes maturités justifiées par ces différentes échelles, je dirais. À ce sujet-là, justement, de l'outillage de Web 2, Web 3, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. Dans le Web 2, les pentesters, ont eu une armada d'outils à leur disposition pour réussir leur métier. Dans le Web 3, on est vachement plus limité, mais de plus en plus, on commence à parler de l'utilisation de l'IA pour, améliorer les compétences des auditeurs, en tout cas, sans les remplacer. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies d'incorporer à tes process? Tu as bien fait la distinction entre utiliser l'IA pour améliorer l'expérience, l'audit, plutôt que pour remplacer. Donc, j'ai essayé plusieurs fois d'expérimenter l'IA pour l'audit. Et, et finalement, c'est difficile. Enfin, je me suis rendu compte que la principale limitation, c'était la confiance que tu peux accorder dans le résultat de l'IA, parce que t'es pas sûr que c'est la vérité. Et finalement, tu dois, après, passer du temps de manière rétroactive à vérifier que ce que te dit l'IA est vrai ou non. Et, et parfois, c'est une perte de temps ou ça te prend du temps à voir si au final t'es gagnant ou t'es perdant en termes de temps et en termes de qualité de finding. Donc totalement d'accord avec toi que l'IA dans son rôle d'assistant de l'auditeur peut être améliorée et a un énorme potentiel. Par contre, en tant que remplaçant, c'est pas encore pour aujourd'hui, disons. Et sans parler d'IA, mais pour ce qui est du fuzzing, pour ce qui est des tests d'invariants, pour ce qui est de ce type de, pratiques, liées à l'outillage qu'on voit de plus en plus, est-ce que c'est des choses que tu utilises ou que vous utilisez en règle générale chez Quantsent? Ça peut nous arriver en fonction du contexte et si c'est adapté. Par exemple, une fonction avec des maths où tu sais exactement ce qu'il faut qu'elle renvoie en sortie, mais tu comprends pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Bah oui, du symbolic execution ou du fuzzing, ça peut être utile.
Et on a aussi un partenariat avec une université pour un outil de mutation testing qui est aussi une façon de voir si la test suite est robuste ou non. Et ça peut nous arriver aussi, mais plutôt d'utiliser ça, mais sur des code bases assez petites parce que le temps d'utilisation et d'exécution est très élevé. Donc, ce qui est bien quand on utilise des tools, c'est vraiment de les adapter, enfin, de les utiliser uniquement sur une partie de code base qui est adaptée à ce use case et à ce tool, au lieu de prendre toute la code base et d'exécuter tous les tools dessus. Alors après, ça prend du temps aussi pour exploiter les résultats, extraire de la connaissance des résultats et pour beaucoup de faux positifs. Est-ce que tu aurais un conseil pour, les débutants qui nous écoutent, qui se font leurs armes petit à petit? Et conseil pour plutôt ceux qui seraient intermédiaires, qui auraient déjà un bon background, qui auraient fait leurs premières preuves en contest, mais qui souhaiteraient aller jusqu'au step supérieur et Pour les débutants, je dirais qu'il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il faut vous heurter à des obstacles et à des choses que vous allez ignorer, essayer de trouver la réponse et ensuite essayer de trouver le type d'audit ou le type de code base que vous préférez le plus. Et ensuite, vous allez à fond dedans jusqu'à atteindre un niveau de connaissance intermédiaire. Et ensuite, pour passer du niveau intermédiaire au niveau senior, je pense qu'il faut essayer de se connaître soi-même, c'est un peu pompeux, mais de voir quelles sont nos forces ou nos faiblesses et d'adapter le process en conséquence. Si par exemple on n'a pas une bonne mémoire, bah, c'est bien de prendre beaucoup de notes. Dès qu'on a une conclusion, on prend des notes sur ça. Alors que si tu as une bonne mémoire, bon, tu peux plutôt essayer de télécharger la code base dans ta tête. Ensuite, c'est bien de voir différents types d'écosystèmes et de voir ce qui se fait ailleurs et de ne pas s'arrêter tant qu'on n'a pas la réponse à un problème. Si on se dit, peut-être que sur Ethereum, si je fais ça, peut-être qu'il peut y avoir cet impact. Bah, va jusqu'au bout, va dans la documentation ou dans des forums super sombres pour trouver comment ça se passe, ou sinon, run toi-même et vois comment ça se comporte. Se tenir informé, rester curieux et toujours essayer d'améliorer son propre audit process. Ne pas se dire, bon, mon process il est parfait. Non. Regarde ce qui se fait à droite à gauche, essaye d'améliorer ça et peut-être d'adapter ton process avec ce que dit Tincho ou ce que dit Joran dans son dernier podcast. Et aussi, quand tu es senior, tu as différentes façons d'approcher une code base en fonction du contexte et du type de code base. Et tu n'utiliseras pas forcément le même process si c'est une code base avec beaucoup de composants ou avec beaucoup de techniques, de maths. Voilà. Et je terminerai en essayant de zoomer dans la granularité et dans les différentes couches du protocole, de voir quel est l'impact sur les process métiers de peut-être quand tu mets un plus plutôt que un moins dans une ligne de code, et de diviser la code base et le système en plein de différents objets, différents composants, et chacun de ces composants, tu les regardes de plein de perspectives différentes pour à chaque fois essayer de voir qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui peut se passer de négatif sur cet objet. Et toujours essayer J'aime bien cette image, je sais plus qui l'avait sorti, mais quand on audite, c'est une sorte de forêt, et quand on regarde ce qui se passe sur l'arbre, on essaye de se rappeler où on est dans la forêt, pour facilement pouvoir reprendre de la distance sur la forêt et se dire, ok, je suis en train d'analyser cet arbre qui est en haut à gauche de la forêt. Si vous faites ça, je pense que ça peut vous aider à vous améliorer. réussir à garder une vision macro, même quand tu es en train de regarder un composant ou une ligne particulière d'un composant dans une fonction et cetera. C'est pouvoir, zoom out, voilà, zoom out, zoom in, constamment, de manière à pouvoir garder les 2 aspects dans son mental model. Super Exactement. intéressant. Et par rapport aux composants dont tu parlais à l'instant et de tourner, de le voir sur toutes ses facettes, je lisais, hier, je relisais pour la 15e fois, je pense, l'article de Tincho, Question Until It Breaks,
où justement lui, il parlait de la manière dont il a, trouvé un bug dans l'ISO, en sortant de son process habituel de ligne by ligne, en se disant: «Mais en fait, je vais juste me poser des questions les unes derrière les autres et y répondre» et d'une question on amène une autre, on amène une autre, on amène une autre et d'un point de vue, on investiguait, ouvre un nouvel, horizon de façon de voir, ce composant et de voir ses interactions avec d'autres composants et c'est comme ça qu'il a trouvé un bug dans un système qui est relativement solide donc très bonne, très bon conseil, je pense. Bah, écoute Valérian, merci beaucoup, c'était super intéressant. Ravi d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui. Pour ceux qui veulent te suivre, je mettrai tes liens dans la description. À très bientôt. Merci encore pour ton invitation. Cette discussion, c'était super et j'ai un petit peu modifié mon audit process grâce à cette discussion, donc c'est super. Et puis, bravo pour aussi la création de la communauté Soliditors, parce que voilà, j'étais là quand tu as pensé à cette idée et ce que tu en as fait aujourd'hui, c'est vraiment du bon boulot. Donc bon courage pour la suite.